Bonjour à tous et bienvenue sur le 60e live des lundis du Chou Brave. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver et d'accueillir aujourd'hui Adam Nour. Adam Nour est un naturopathe spécialisé dans l'accompagnement de la maladie de Lyme. On va parler ensemble de ce sujet. Alors, avant d'accueillir Adam, je pense qu'il est important de préciser que derrière tout le contenu web et print du magazine Le Chou Brave, c'est toute une équipe de passionnés qui s'investit quotidiennement et nous avons besoin de votre soutien pour continuer à créer du contenu libre et de qualité et aussi fréquemment. Vous pouvez nous soutenir de plusieurs façons différentes, de 3 façons principales. Vous pouvez d'abord vous connecter au site lechoubrave.fr et tout simplement vous abonner au magazine. Vous pouvez aussi faire vos achats sur la boutique du Chou Brave. Et puis, vous pouvez, pendant ce live, acheter quelques badges de quelques euros pour nous soutenir. Voilà, donc merci en tout cas énormément pour votre accompagnement et pour votre soutien. Alors, aujourd'hui, comme je vous le disais, j'accueille Adam Nour, qui est naturopathe spécialisé dans l'accompagnement de la maladie de Lyme. On va aborder ensemble son histoire. On va vous aider à établir un diagnostic et à comprendre les symptômes, à faire quelques tests chez vous pour savoir s'il s'agit bien de la maladie de Lyme, parce que c'est assez complexe. Il y a beaucoup de contradictions, c'est ce que va nous expliquer Adam. Et puis enfin, on abordera les plantes phares pour traiter, pour être en santé et pour retrouver la santé, pour recouvrer la santé, c'est ce qu'on dit. C'est en tout cas ce qu'a fait Adam. Il a mis 3 ans à trouver les solutions et aujourd'hui, il les propose lors de différents protocoles, lors de ses consultations. Donc la discussion va être passionnante. Adam, je te vois, j'espère que tu vas bien. Je pense que tu peux me demander une invitation. Je vais te faire venir à l'écran avec moi et puis on va commencer la discussion. Vous qui nous suivez, n'hésitez pas à poser des questions pendant le live. On y répondra bien sûr. Et ça nous permettra de rebondir sur différentes thématiques. Alors, Adam, est-ce que vous pouvez m'envoyer une proposition d'invitation? Voilà, parfait. Ça devrait fonctionner dans quelques secondes. Je monte mon son. Bonjour Adam, Bonsoir Claire, ça va? ça va très bien et vous? Très bien, merci. Bienvenue sur les lives tout brave. Merci de me recevoir. De te voir aussi et de parler de cette maladie de Lyme dont on entend tellement parler. La plupart des gens qui en sont atteints ont du mal à trouver des solutions. Donc, je crois que c'est important d'apporter des solutions et surtout des solutions naturelles. On va commencer tout de suite par la note d'espoir dont on parlait ensemble précédemment, parce qu'en effet, c'est important d'apporter cette note d'espoir dès le début du live, je pense, pour expliquer aux gens qui nous suivent que c'est possible d'aller beaucoup mieux après avoir été atteint Mhm. gravement de pathologie chronique de la maladie de Lyme. Vous en êtes la preuve. Tout à fait. Donc on commence sur une bonne note en diffusant un message d'espoir. Et donc si je suis là, c'est pour dire aux personnes qui souffrent de cette maladie ou qui connaissent quelqu'un dans leur entourage qui souffre de cette maladie que c'est possible d'aller mieux, que c'est possible de s'en sortir, que c'est possible de recouvrer la santé et même parfois d'en sortir plus fort et en meilleure santé. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me considère et je me sens en meilleure santé qu'auparavant, qu'avant la maladie. Donc, c'est un message d'espoir qui est fort. Ceci dit, c'est vrai que c'est difficile, c'est une maladie qui n'est pas évidente, qui est très compliquée. C'est un véritable parcours du combattant et le problème en fait se situe à chaque niveau du parcours de chaque malade, de la plupart des malades de Lyme, dans le sens où il n'y a pas assez de prévention qui est faite, même si on en parle beaucoup plus, en tout cas en 2016, 2017, 2018, ça avait explosé dans les médias et puis ensuite il y a eu le Covid qui est venu éclipser toutes les autres pathologies.
Donc, il n'y a pas assez de prévention encore, même si ça va mieux. Le diagnostic est problématique, la reconnaissance de la forme chronique est problématique, la prise en charge n'est pas bonne, les traitements sont parfois compliqués. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas facile, mais on peut quand même y arriver si on s'adresse aux bonnes personnes, si on a un traitement ou un protocole qui est adapté, on peut retrouver la santé, on peut en sortir plus fort. C'est mon cas et c'est le cas de beaucoup de personnes que j'accompagne en consultation. Oui, c'est un très beau message pour commencer, en effet. Alors, en effet, en plus, donc, vous, vous avez recouvré totalement la santé et encore mieux qu'avant, c'est ce que vous disiez. Et puis en plus, bon, le bonus, c'est que vous avez fait une reconversion parce que vous n'étiez pas du tout destiné à devenir naturopathe. Vous allez nous expliquer. Vous avez commencé par des études de droit et c'est quand Tout vous à fait. étiez en train de faire vos études de droit pour devenir avocat que vous êtes tombé malade et que vous avez cherché de quoi vous étiez. C'est tout à fait juste. Je ne connaissais même pas le métier de naturopathe avant de tomber malade. Voilà, je suis issu d'une famille de médecins allopathiques. J'ai pas du tout baigné dans cette culture des médecines douces ou alternatives. Voilà, chez moi, c'était médicaments chimiques donc je connaissais pas du tout ce milieu-là. Et oui, donc en effet, je me prédestinais à une carrière d'avocat. J'ai toujours été passionné par, enfin, j'ai toujours été attiré, parce que passionné c'est un peu fort, mais par le monde juridique. Et du coup, j'étais en master 2 en droit de la propriété intellectuelle à Strasbourg, lorsque j'ai commencé à avoir mes premiers symptômes. D'accord. Donc, malgré tout, votre motivation première, c'était quand même d'aider les autres. Et ce qui est beau, c'est que dans cette histoire, c'est que vous aidez les autres toujours, mais pas de la même façon. Donc, finalement, vous êtes arrivé quand même au but, mais par un autre chemin, quoi. Tout à fait, mais c'est vrai que c'est plus concret. La naturopathie, c'est plus concret, c'est quand même plus fort. Voilà, quand on est en droit pénal, bon là on part un peu sur un autre sujet, mais c'est vrai qu'en droit pénal, on va aider concrètement des personnes qui en ont besoin, défendre des personnes qui sont dans le besoin. Prendre la propriété intellectuelle, c'est beaucoup moins le cas, mais bon, voilà. Mais c'est vrai que j'ai toujours voulu participer, contribuer à la société et à aider l'autre, à aider mon prochain. C'est quelque chose que j'ai toujours ressenti. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis totalement aligné par rapport à ça. Et c'est vrai que quoi de plus fort et de plus direct que d'aider des personnes qui souffrent de maladies chroniques. Oui, tout à fait. Donc, c'est ce que vous m'expliquiez. Vous aviez voilà, une vie d'étudiant tout à fait normale. Et puis, vous êtes tombé malade en 2015 et vous n'avez pas du tout su ce qui se passait au début. Vous avez passé un an d'errance médicale à chercher ce qui vous arrivait et comment poser un diagnostic dessus. C'est ça. Donc j'étais étudiant à l'époque et j'ai commencé à ressentir des douleurs dentaires assez particulières qui étaient diffuses, lancinantes, puis qui migraient. Donc au début c'était sur le côté droit et puis ensuite ça s'est généralisé à l'ensemble de la bouche. Donc, spontanément, on va pas penser à la maladie de Lyme quand on a mal aux dents. Surtout que je ne connaissais même pas la maladie de Lyme, donc j'aurais même pas pu y penser finalement. Donc, au départ, c'était des douleurs dentaires, et puis ensuite, ça a été une sensation de crispation de la mâchoire. Ma mâchoire se crispait sans raison apparente, et puis ça s'est diffusé un petit peu partout au niveau de la tête, avec une baisse de ma vue, de mon acuité visuelle, des douleurs dans les oreilles à l'instar d'otite, D'accord. des maux de tête très violents. Je n'avais jamais eu de migraine. Là, je me suis carrément évanoui une fois tellement c'était intense. Voilà, donc au départ, c'était vraiment localisé au niveau de la tête parce qu'en fait, j'avais été infecté au niveau du cou. Mhm. Donc ça a commencé là. Et puis D'accord. ensuite, ça s'est répandu dans l'ensemble de mon corps et ça s'est manifesté principalement par une forme neurologique, à savoir des neuropathies, des fourmillements, des picotements, des brûlures. Tous mes nerfs me brûlaient. Donc c'était une sensation très bizarre finalement à décrire parce que je n'avais jamais ressenti ça et je comprenais pas ce qui m'arrive. Et puis ensuite, des douleurs aussi articulaires, musculaires, osseuses, mais qui étaient subsidiaires, qui étaient moins importantes. Et puis finalement des troubles cardiaques, des troubles cutanés. Donc une atteinte multisystémique, dans le sens où plusieurs systèmes de mon corps étaient infectés et enflammés.
Mais le système le plus endommagé, le plus infecté, restait le système nerveux. Donc on parle de neuroborréliose et ben on comprend pas ce qui nous arrive. Oui, alors du coup, il peut y avoir différents types de symptômes. C'est là que c'est très complexe. On comprend que là, vous avez ressenti des symptômes au niveau du visage parce que vous aviez été certainement piqué par une tique dans le cou, c'est ça? Hmm. Mais finalement, si en fonction de l'endroit où on est piqué, finalement, ça peut changer les douleurs, les ressentis des premiers temps de la maladie. Il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer la variété des symptômes qu'on retrouve chez les différentes personnes atteintes de la maladie de Lyme. Il y a d'une part le fait qu'il existe différentes espèces et différentes souches de borréliose et que chacune va avoir un tropisme pour un système en particulier. Donc très certainement que l'espèce de borréliose dont j'ai été infecté avait une appétence, un tropisme pour le système nerveux. Ça, c'est une raison qui est très forte. Après, il y a aussi la présence de certaines co-infections. C'est-à-dire que lorsqu'on est piqué par une tique, euh, celle-ci peut nous transmettre la borréliose, qui est une bactérie qui provoque la maladie de Lyme, mais elle peut aussi transmettre des co-infections, c'est-à-dire d'autres agents microbiens qui vont provoquer d'autres symptômes. Et en fonction du cocktail qu'on présente, selon les infections qui étaient présentes chez la tique, on va avoir des symptômes qui divergent. Et puis autre chose aussi, chaque personne a des faiblesses de terrain, des prédispositions, des parties du corps qui sont peut-être plus faibles que d'autres, et la borréliose va s'exprimer au niveau de ces faiblesses. Donc ça peut être aussi une autre raison qui explique cette grande diversité au niveau symptomatologique, qui d'ailleurs rend le diagnostic encore plus difficile, parce que aucun malade de Lyme ne se ressemble. D'accord. Est-ce qu'on parle tout de suite justement de comment faire un diagnostic quand on sent qu'on va pas bien? Est-ce qu'il y a des signes malgré tout qui peuvent nous faire penser à Lyme et auxquels il faut être attentif? Alors, oui, il y a beaucoup de choses à considérer pour orienter vers le diagnostic de la maladie de Lyme, qui reste très compliqué. Il y a beaucoup d'outils qui sont utilisés par la médecine moderne, mais aucun de ces outils n'est entièrement fiable. Donc il va falloir venir les combiner avec d'autres méthodes que je vais donc expliquer. Alors, au niveau des sérologies, on a le test ELISA et on a le test de confirmation Western Blot. Donc ça, c'est ce qu'on utilise le plus en France. Ce sont des tests sanguins qui permettent de rechercher des anticorps contre la borréliose. Mais le problème est que ces tests ne sont pas fiables du tout parce que la maladie par essence ne provoque pas forcément de réaction immunitaire, donc il n'y a pas forcément d'anticorps. Si on se fait tester trop tôt, euh, tout de suite après l'infection, on n'a pas encore d'anticorps. Si on est testé trop tard, on n'a peut-être plus d'anticorps. Par ailleurs, ce sont des tests qui ne couvrent qu'une infime partie des espèces et des souches de borréliose qui existent en France. C'est un test qui s'est inspiré du test initial américain. Mhm. Et les borrélioses ne sont pas les mêmes. D'accord. Donc il y a ça. Ensuite, il y a le PCR, qu'on connaît bien grâce au Covid aussi, qui est une méthode d'amplification de l'ADN pour rechercher, pour retracer l'ADN de la borréliose dans les fluides. Mais là aussi, c'est imparfait. D'accord. On a la ponction lombaire, qui est très douloureuse, qui recherche la présence d'anticorps dans le liquide céphalorachidien. Et là, on a à peu près 15% de taux de fiabilité, ce qui est très peu. On a les biopsies de tissu, on a le test de la goutte épaisse qui consiste à repérer au microscope, en fait on analyse une goutte de sang qu'on est venu chercher au bout du doigt et on essaye de trouver, de voir la borréliose, mais là aussi on estime que c'est pas complètement fiable parce que beaucoup de personnes sont positives et en fait ce sont des faux positifs parce il y a des déchets microbiens, il y a d'autres choses dans le corps qui peuvent ressembler, avoir une forme hélicoïdale qui ressemble à la borréliose, donc ça c'est pas non plus fiable. Et le test le plus fiable, mais toujours pas parfait, qui existe à l'heure actuelle, est le test ELISpot. Donc c'est celui-là que je conseillerais aux personnes de passer, qui consiste à mettre en lumière l'activité des lymphocytes T contre la borréliose. Mais c'est pas suffisant. En fait, ce qu'il faut faire,
C'est utiliser en fait ce qu'on appelle la méthode du faisceau d'indices, c'est-à-dire qu'on va regrouper différents indices en plus du test ELISpot et c'est vraiment l'analyse de cette situation dans son ensemble qui va nous orienter vers le diagnostic de Lyme. Et parmi ces indices, il y a pas mal de choses. La première des choses, c'est qu'on va regarder la nature des symptômes. Est-ce que c'est des symptômes qui apparaissent et qui disparaissent soudainement, progressivement, selon d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre? Donc ça, c'est un critère qui est assez important. Est-ce que c'est des symptômes qui sont multiples? Le fait d'avoir beaucoup de symptômes aussi, c'est assez caractéristique de la maladie de Lyme. Généralement, on n'a pas qu'un seul ou deux symptômes, mais une pluralité de symptômes. Donc ça, c'est important. Est-ce que les symptômes sont migratoires? Est-ce qu'on va avoir mal à l'épaule et puis après ça va passer au genou et puis après on va avoir les nerfs qui brûlent et puis après on va avoir voilà, des symptômes qui migrent, ça c'est important. Est-ce que ces personnes ne répondent pas au traitement classique qu'on administre pour les symptômes qu'ils présentent ou est-ce qu'au contraire ils ont des réactions excessives? Ça, c'est important. Et puis, il y a l'étude de l'anamnèse, c'est-à-dire de l'historique de la personne chez qui on soupçonne une maladie de Lyme. Donc, bien sûr, l'élément le plus important, est-ce que cette personne a été piquée par une tique ou non? Est-ce que c'était dans une région endémique? Est-ce qu'elle a présenté un érythème migrant? Mais même ça, c'est pas complètement fiable parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été infectées mais qui n'ont pas vu la tique. On sait aujourd'hui qu'il y a d'autres insectes qui sont vecteurs de la maladie. C'est pas que les tiques, même si ça reste le vecteur principal. D'accord. Euh, Les autres insectes, ce sont lesquels? on a par exemple les araignées D'accord. qui sont responsables d'une part assez importante de la transmission de la maladie. On a aussi des études qui avaient retrouvé la borréliose chez le moustique. D'accord. Après, on n'a pas de cas euh, empirique, on n'a pas de retour d'expérience par rapport à ça, mais on a retrouvé la borréliose. C'était une étude allemande que j'avais lue. Voilà, donc en fait, on pense que la plupart des insectes piqueurs peuvent être porteurs de la maladie, de la borréliose. Mais le vecteur principal, et je le vois en consultation, reste la tique, mais on a aussi les araignées qui sont assez contaminantes. D'accord. Donc, en effet, on voit que d'habitude, on se réfère souvent, dans la plupart des cas, à la fameuse piqûre avec l'érythème migrant qui se développe autour de la piqûre. Dans de nombreux cas, il n'y a pas cette marque qui fait penser à la maladie de Lyme. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aller quand même chercher un peu plus loin et ne pas s'arrêter juste à ce symptôme-là. C'est ça. En faculté de médecine, on apprend aux médecins que la maladie de Lyme est une infection bactérienne transmise par les tiques qui provoque un érythème migrant automatiquement, ce qui est synonyme de l'infection et qu'on peut traiter ça rapidement avec une antibiothérapie. Mais en fait, on s'est rendu compte que beaucoup de personnes étaient piquées par des tiques et qu'elles ne développaient pas cet érythème migrant, qui est donc un point rouge avec une tache, avec un cercle autour qui s'étend. Oui. Beaucoup de personnes ne développent pas cet érythème migrant. On n'a pas de chiffre officiel. On entend que c'est à peu près 50-50. D'accord. Donc, dans ce cas-là, si on est piqué par une nymphe, donc une toute petite tique, ou bien si on est piqué à des endroits du corps auxquels on n'a pas, sur lesquels on n'a pas vraiment, auxquels on n'a pas vraiment accès, au niveau du cuir chevelu, des aisselles, dans le dos, etc. Mais c'est vrai que on peut difficilement savoir qu'on est potentiellement infecté ou on peut difficilement faire le lien avec une maladie de Lyme si on commence à présenter des symptômes a posteriori. D'accord, d'accord. Je vois un commentaire qui explique que le test développé par Louis Telière, accessible en Belgique, mais qui malheureusement coûte extrêmement cher, est très fiable. Alors, moi, j'estime qu'on n'a pas encore assez de recul sur ce test. En fait, c'est un test par phage qui se fait dans le laboratoire belge Red Labs. Mais, D'accord. alors, je peux pas vraiment me prononcer, mais on n'est pas sûr et certain qu'il soit à 100% fiable non plus. D'accord. Voilà.
Mm. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment utiliser ce diagnostic clinique qui recoupe tous ces éléments-là. Et si tous les éléments concordent vers une maladie de Lyme, ce qui peut être intéressant, c'est de faire un traitement d'épreuve qui va pouvoir confirmer ou non la présence de la borréliose. Donc, soit on administre à la personne des antibiotiques chimiques si on est suivi par un médecin spécialiste de la maladie, soit des antibactériens naturels, et puis on observe s'il y a des réactions, s'il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que la personne va mieux? Est-ce que la personne, au contraire, va moins bien, temporairement? Parce que il peut y avoir une exacerbation des symptômes lorsqu'on tue la borréliose. Ouais. Et puis s'il y a quelque chose qui se passe, c'est certainement qu'en effet, là, il y a bien un problème d'ordre bactérien chez cette personne. Et ça confirme vraiment le diagnostic, c'est ce qu'il y a de plus concret finalement. Voilà, et ce que je peux rajouter, c'est qu'il existe un site internet qui en fait propose un questionnaire qui reprend en fait tout ce que je viens de décrire. Est-ce que vous avez été piqué par une tique? Oui, non. Est-ce que vous souffrez de tels symptômes, tels symptômes? Est-ce que vous avez vécu dans une région endémique telle que l'Alsace, par exemple? Qui est la région la plus endémique en France. Mais voilà, en fait, vous allez répondre à plusieurs questions et le logiciel va calculer en fait votre probabilité d'être porteur de la maladie de Lyme. Et ça, c'est vrai que c'est un outil très intéressant, mais je tiens à quand même mettre en garde les personnes qui nous écoutent pour dire que un naturopathe, un professionnel de bien-être n'est pas supposé poser de diagnostic. Un site internet ne peut pas poser un diagnostic. En fait, c'est des éléments pour vous aider, mais un diagnostic doit être posé par un médecin. Oui, tout à fait. C'est important de le rappeler. Mm. Je vois un autre commentaire, quelqu'un qui nous demande est-ce que les pensées négatives peuvent amplifier les douleurs? Est-ce que Les pensées négatives peuvent amplifier les douleurs? Oui, oui, tout à fait. Alors, penser négative, c'est très large, mais le fait d'être stressé, par exemple, c'est sûr que ça va avoir un impact sur la symptomatologie parce que lorsqu'on stresse, on acidifie le corps, on a une montée de cortisol, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui va faire le jeu de la bactérie. Oui. On sait aussi que le stress est pro-inflammatoire, donc c'est sûr que ça peut provoquer une exacerbation des symptômes. Mais c'est pas de la somatisation, c'est différent. La somatisation, c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas infecté et qui va stresser, qui va avoir des symptômes, mal au ventre, des douleurs, peut avoir des douleurs neuroplastiques aussi qui sont créées par le cerveau. Je précise ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de Lyme qui ont en fait entendu dire pendant de longues années que c'était dans leur tête. C'est le grand problème, voilà, qu'on dise que c'est dans la tête et que non, il n'y a rien en vrai. Et puis en fait, c'est quand même problématique. Je rebondis sur l'idée du stress qui peut amplifier les douleurs, sur le fait que l'état du système digestif peut aussi jouer. C'est ce qu'on disait en début de live. Voilà, il y a des cas qui peuvent amplifier les symptômes. Et donc, le système digestif, ça en fait partie. Tout à fait. Le système digestif, c'est vraiment un levier de guérison, mais aussi un facteur très aggravant de la maladie de Lyme. Les personnes qui souffrent, je vois beaucoup de personnes qui ont des formes très graves de la maladie et qui ont du mal à s'en sortir et qui ont des systèmes digestifs qui sont vraiment en mauvais état. Et on peut expliquer ça de manière très rationnelle, le lien entre un état très sérieux, très grave, et un état et un système digestif qui fonctionne mal, qui va mal, parce que d'une part, euh, le système immunitaire se fonde pour 80% au niveau de la flore intestinale. Donc ça, c'est une raison qui me paraît primordiale. Par ailleurs, si on a un système digestif qui est en mauvais état, on n'assimile pas bien ce qu'on mange, donc on peut avoir des carences nutritionnelles. Les nutriments sont notre carburant, notre moteur, c'est ce qui nous permet d'être en énergie, d'avoir un bon métabolisme. Donc ça, c'est important. Si on a une hyperperméabilité intestinale, Oui. les toxines de la bactérie vont être remises en circulation dans le sang, donc ça peut aggraver. On sait que l'hyperperméabilité intestinale aussi favorise l'apparition des maladies auto-immunes. Donc ça potentialise le risque d'apparition de maladies auto-immunes si on a un système digestif qui est en vrac et si on a en plus des borrélioses qui peuvent provoquer de l'auto-immunité.
Parce que le système immunitaire parfois essaye d'attaquer les borrélioses, mais en fait, il se retourne contre nos propres cellules parce que la borréliose se cache, peut prendre une forme intracellulaire, peut se confondre avec nos cellules. Donc oui, l'état du système digestif est très important et peut, provoquer une maladie de Lyme qui est plus grave, plus sérieuse. D'accord. On ne le rappellera jamais assez que l'état du système digestif, c'est vraiment la base de la santé de façon générale. C'est vrai que c'est par l'alimentation, par voilà, l'hygiène de vie globale et holistique que déjà on a la base d'une bonne santé. Donc voilà, ça fait sens. On revient peut-être à votre parcours puisqu'on a expliqué les symptômes et comment on pouvait déjà établir un petit diagnostic personnel. Mm. Une fois que vous avez commencé à comprendre ce qui vous arrivait, quelle a été la suite? Quelles ont été vos recherches? Oui, alors donc ça a été très long. Comme donc je vous expliquais, j'avais beaucoup de symptômes et j'ai erré de médecin en médecin pendant assez longtemps. Personne ne trouvait ce que j'avais. J'étais arrivé à un stade où je pouvais plus du tout travailler, donc j'ai voilà, je n'avais plus d'activité professionnelle et je passais beaucoup de temps sur Internet à chercher des solutions. Et c'est vrai que Internet peut être votre meilleur ami comme votre pire ennemi. Ça peut faire très peur, mais ça peut aussi être salvateur, ça peut être un sauveur. Donc chez moi, ça a été mon meilleur ami et mon pire ennemi, mais bon, ça m'a quand même sauvé la vie. Donc les médecins ne trouvaient pas la cause de mes symptômes. Et ce qui s'est passé, c'est que la seule chose qui revenait à travers les analyses, c'était une carence en vitamine D, mais comme beaucoup de personnes finalement. Et voilà cette piste de la somatisation, qui moi me paraissait absurde, mais quand tout le monde vous dit ça, on commence à se poser la question. Du coup, j'avais pas pris de vacances depuis longtemps. Ma mère m'a dit, bah écoute, si c'est si c'est potentiellement le stress et la vitamine D, on va partir en vacances au soleil. Bonne idée. Donc c'est toujours une bonne idée. Et du coup, on est parti en direction de la Thaïlande et c'était pire. C'est-à-dire que sur place, c'était bien pire. Et en fait, je pense que c'est l'altitude, parce que l'altitude est souvent mal supportée par les malades de Lyme, qui a aggravé mon état, peut-être un peu le jet lag, je ne sais pas, mais en tout cas c'était pire. Et là, je me suis dit, il faut que je trouve ce que j'ai parce que je vais en mourir. D'accord. Dans le sens où les symptômes ne faisaient que s'aggraver. Et c'était une dégradation qui était quand même assez rapide. Mm. Donc c'était assez effrayant. Donc, je me souviens, je dormais très peu la nuit et je passais des heures sur Internet. Et en fait, grâce à toute cette errance médicale, j'ai quand même exclu beaucoup de pathologies. D'accord. Toutes les pathologies classiques qui sont quand même bien maîtrisées, qui sont bien diagnostiquées, Oui. on a pu les exclure. Et ce qui revenait toujours à travers mes recherches, c'était la maladie de Lyme. D'accord. Voilà, donc en fait, c'est vrai que j'avais eu un test ELISA négatif, mais je savais que ce test n'était pas forcément fiable. Donc c'était le seul diagnostic qui restait potentiel, enfin probable. Mhm. Et donc j'ai axé plus mes recherches dans ce sens-là. Et je suis tombé sur la vidéo d'un naturopathe qui a utilisé l'expression crispation de la mâchoire pour décrire cette sensation que j'avais du mal à définir d'ailleurs. Donc ça a été très parlant. Et après ça, donc c'était la même nuit, j'ai trouvé le témoignage d'un Californien qui avait mon âge et qui racontait euh, quasiment mot pour mot mon histoire. Waouh. D'accord. Donc à peu près la même symptomatologie, voilà un parcours assez similaire et finalement c'était bien la maladie de Lyme. Donc lui il était plus avancé dans son parcours et donc là j'ai compris que c'était ça, avec en plus le fait que j'ai commencé à être malade en Allemagne, que je me souvenais d'une piqûre ici mais que j'avais cru être une piqûre d'araignée. Donc en fait il y a tout qui collait. D'accord. Et donc, ça me paraissait être évident et c'était très frustrant parce que j'avais envie de tout de suite commencer les antibiotiques, mais j'étais en Thaïlande. Ouais, d'accord. Puis à la fois, ça doit être à la fois rassurant de commencer à comprendre ce qui se passe et en même temps super flippant de se dire bon, qu'est-ce qui m'attend maintenant? Parce que les antibiotiques sur du long terme, parce que il vous a été proposé 2 ans d'antibiotiques, c'était ça? En fait, c'est ça. Donc, pour rebondir sur par rapport à ce que vous dites, en effet, c'est un soulagement parce que on n'est pas fou.
parce que j'étais arrivé à un stade où je pensais que je devenais fou. Oui. Donc on n'est pas fou, c'est rassurant. On a une réponse, on a un diagnostic, donc ça c'est toujours rassurant. Mais quand on commence à faire des recherches par rapport au traitement de la maladie de Lyme, à la prise en charge de la maladie de Lyme, on voit qu'en fait c'est très compliqué, qu'il y a beaucoup de contradictions, qu'il y a très peu de personnes qui s'en sortent, il y a très peu de témoignages de guérison, qu'il y a des personnes qui sont sous antibiotiques depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans et qui vont toujours aussi mal. Enfin, donc c'était un soulagement et c'était en même temps la suite du cauchemar. Oui, je comprends. Quelque chose d'assez confus, en effet, et d'avoir l'espoir de pouvoir guérir et en même temps de ne pas savoir comment et de ne pas avoir réellement d'exemple. Donc, ouais. Voilà, donc à ce moment-là, je cherche un moyen de me diagnostiquer parce que même si j'étais persuadé que c'était ça, il fallait que j'en ai la preuve écrite, scientifique. Voilà, j'avais besoin de ça. Donc ces recherches m'ont mené en Allemagne dans un centre, une clinique spécialisée qui s'appelait le BCA parce que ça n'existe plus. Et D'accord. donc, j'appelle la clinique et là, ils me disent il y a énormément de temps d'attente et je les supplie de me prendre plus tôt. Donc, mais de toute manière, j'étais coincé en Thaïlande. Mais 2 semaines, enfin, quelques jours après être rentré en France, j'étais parti pour l'Allemagne, dans un état catastrophique d'ailleurs. Et là, donc, on me fait une piqûre. On prend mon sang, une prise de sang, et j'attends les résultats. Ça prend quelques semaines. Donc toujours pas de traitement, c'était extrêmement frustrant parce que mais je sentais que mon état s'aggravait, que la bactérie se propageait, mais j'avais pas accès à des traitements. Mais avec du recul, je pense que c'était un peu un cadeau caché dans le sens où j'ai continué à faire beaucoup de recherches et j'ai compris que les antibiotiques n'étaient pas la solution appropriée ou du moins complète pour le Lyme chronique et que ça pouvait avoir de nombreux dommages. Et donc, finalement, ça m'a permis de prendre de suivre une antibiothérapie plus courte que ce que j'aurais peut-être fait si j'avais été directement traité par antibiotiques. Donc, oui, le médecin spécialiste de la clinique me dit qu'il faudra à peu près 2 ans pour que mon état se stabilise ou s'améliore. Voilà, donc c'est pas très réjouissant comme nouvelle. Et donc à côté de ça, je faisais beaucoup de recherches et j'étais vraiment focalisé, obsédé par les témoignages de guérison. Je voulais des témoignages de guérison, coûte que coûte. Donc je suis allé les chercher loin, aux États-Unis surtout parce qu'en France, il y en avait pas vraiment. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'était de trouver un point commun entre tous ces témoignages, essayer de trouver voilà, des lignes directrices qui s'appliquaient à tous ces cas-là. Et tous ces cas avaient comme point commun l'herboristerie. Voilà, la découverte par les plantes et cette nouvelle passion qui est née quand vous avez découvert ça, c'était vraiment voilà, la découverte du siècle et vous avez commencé à chercher dans ce domaine. C'est ça. Donc, lorsque j'ai compris et pleinement, oui, pleinement compris que l'herboristerie était vraiment la solution adéquate et que j'y ai vraiment cru parce que j'ai fait des recherches, j'ai trouvé des études qui avaient été menées sur le sujet, j'ai lu beaucoup de témoignages dans ce sens-là, j'ai vraiment étudié ces questions-là. J'ai décidé d'arrêter l'antibiothérapie avec le BSA, donc la clinique allemande, pour me plonger pleinement sur l'herboristerie. Et au même moment, j'ai rencontré une femme qui était guérie de la maladie de Lyme en France, qui était guérie depuis, enfin asymptomatique depuis quelques mois, mais c'était un cas très lourd. Et elle aussi s'était traitée avec de l'herboristerie. Et on est devenu proches. Et donc c'est quelqu'un qui m'a guidé. Après, elle n'était pas thérapeute, mais voilà, ça a confirmé que j'étais sur la bonne voie. Et donc voilà, je me suis lancé et j'ai beaucoup étudié.
et beaucoup expérimenté. Donc, je, j'essayais des choses et je dressais et modifiais mon protocole au fur et à mesure en fonction de mes réactions, mais aussi en fonction de ce que je pouvais lire, étudier, découvrir. D'accord. Oui, puis vous vous êtes professionnalisé dans le domaine de l'herboristerie, c'est ça? Vous vous êtes inscrit à une formation au Canada, si je me souviens bien? Oui, tout à fait. Donc, première année de traitement, j'étais en autodidacte, donc j'étudiais de mon côté plusieurs heures par jour. J'avais l'impression de passer l'examen le plus important de ma vie, qui était en fait ma survie. La survie. Oui. Donc voilà, la première année qui était très dure au niveau du traitement. Mhm. J'étais pas encore sûr de vouloir m'orienter vers ça, mais je sentais quand même la passion grandir. Je D'accord. trouvais que c'était fascinant en fait. C'est vrai que c'est effrayant ce type de pathologie, mais en même temps c'est fascinant. Et puis l'herboristerie, la naturopathie, j'ai trouvé ça incroyablement intéressant, riche, utile. Voilà, donc première année, je me posais des questions. Deuxième année, j'ai obtenu mes réponses. J'ai fait quelques consultations. J'ai fait 3 consultations avec une thérapeute, une herboriste clinicienne au Canada, qui rapidement perçu en moi un potentiel de naturopathe, qui m'a dit que voilà, elle pensait que j'étais fait pour ça. J'étais aussi en contact avec une dame qui a monté un site qui est incroyable et je tiens à parler d'elle parce que c'est quelqu'un qui a été très important pour moi, qui s'appelle Marie-Pierre, qui est propriétaire du site Lyme Santé Vérité, qui est une mine D'accord. d'informations aussi. On pourrait peut-être le mettre Oui. en commentaire. Voilà, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup échangé et elle aussi qui était diagnostiquée depuis longtemps m'a dit qu'elle voyait en moi quelque chose et que j'étais différent des autres et que je comprenais bien cette maladie, que je m'impliquais beaucoup. Donc voilà, il y a des personnes comme ça qui m'ont un petit peu poussé et puis je me suis dit allez, donc je me suis inscrit en école d'herboristerie au Canada à distance. D'accord. Donc ça, c'était la deuxième année de traitement. Et puis la troisième année de traitement, je me suis inscrit dans une école de naturopathie, dont je tairai le nom parce que j'ai pas été franchement satisfait par cette école. Voilà, et j'ai commencé aussi à écrire mon livre alors que j'étais encore symptomatique. Ça allait mieux la troisième année, j'étais à 80% rétabli, mais j'ai commencé à écrire mon livre parce que je voulais poser une intention et puis j'étais persuadé, je savais que j'allais guérir à ce Mm. stade-là. Donc voilà, ça a été une transition qui a été finalement assez rapide, je pense, avec du recul. Donc voilà, et puis j'écrivais des articles sur un site internet. Ça, c'était euh, une fois que j'étais en rémission totale. Et puis j'ai commencé à accompagner des personnes. Je prenais un cas par-ci, un cas par-là. Et puis ensuite, lorsque mon livre est sorti, j'ai donné une interview pour une association qui s'appelle Le Droit de Guérir. Donc ça a mis beaucoup de visibilité autour de mon activité, de mon témoignage. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment en vivre pleinement. Et puis en parallèle, j'ai refait une autre école de naturopathie pour avoir un certificat qui soit reconnu en France. Euh, voilà, donc voilà un petit peu mon parcours. Et là, ça fait maintenant plusieurs années que j'accompagne des personnes qui souffrent de maladies de Lyme chronique, mais pas que d'ailleurs, aussi de troubles digestifs chroniques, de maladies auto-immunes, de syndromes idiopathiques comme la fibromyalgie, la fatigue chronique, qui en fait ont des causes qui sont assez similaires à la maladie de Lyme chronique, hein. Oui, justement, j'ai vu passer une question dans les commentaires de quelqu'un qui demande comment savoir si c'est Lyme ou si c'est une maladie auto-immune. C'est compliqué. C'est Mhm. compliqué parce qu'en fait, l'un n'exclut pas l'autre. D'accord. La borréliose, lorsqu'elle est présente depuis assez longtemps dans le corps et lorsqu'on a des prédispositions génétiques, peut provoquer des réactions auto-immunitaires. Si, je vous donne un exemple, lorsque la borréliose infecte le système nerveux, la gaine de ménine des nerfs et le système nerveux central,
si le système immunitaire se retourne contre, attaque la borréliose, et à ce niveau-là, on peut avoir un diagnostic de sclérose en plaques. Il y a des personnes qui souffrent de Lyme qui ont des taches blanches, qui ont des lésions. Donc ça peut provoquer une sclérose en plaques, ça peut provoquer un lupus, ça peut provoquer une polyarthrite rhumatoïde, parce qu'elle peut venir aussi se loger au niveau du liquide synovial, provoquer des réactions auto-immunitaires au niveau des articulations. Et dans ce cas-là, on a les deux finalement. On a vraiment une auto-immunité qui peut être perçue et enfin de manière claire sur les résultats, sur les résultats sérologiques. On voit de l'auto-immunité, mais on peut aussi avoir de la borréliose. D'accord, très bien. C'est pour ça qu'il est important de consulter, en effet, pour réussir à faire des choses. Oui, c'est des cas qui sont compliqués, donc c'est difficile de donner une réponse qui soit parfaitement complète à ce niveau-là. Mais ce que je peux dire, c'est que si on a Lyme et une maladie auto-immune, en traitant la maladie de Lyme et en prenant par exemple des plantes adaptogènes qui régulent le système immunitaire, l'auto-immunité peut disparaître. D'accord, Si on n'a qu'une maladie auto-immunitaire et qu'on n'a pas Lyme, je vous donne une autre piste. Par exemple, on ne va pas répondre au traitement antibactérien. d'accord. Donc ça va permettre de différencier les deux. Mhm. Donc c'est plein de choses comme ça, mais c'est vraiment du cas par cas. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir des personnes qui maîtrisent ce type de sujet. Tout à fait. Une autre question, est-ce que Lyme peut se déclencher plusieurs décennies après la piqûre? Oui, tout à fait. Lyme peut d'ailleurs même ne jamais se déclencher, et c'est le cas chez la grande majorité des personnes. La plupart des personnes sont porteurs sains de Lyme, de la D'accord. borréliose. Alors, on peut être mordu ou piqué par une tique, on dit les deux parce qu'elle fait les deux, et avoir des symptômes dans l'heure qui suivent ou le lendemain. C'est possible. Ça, pardon? Très rapidement après la piqûre, ou alors à l'inverse, beaucoup plus longtemps après. Voilà, il y a tous les cas de figure qui sont possibles. Donc ça peut être immédiatement après, ça peut être quelques jours après, des mois après, des années après, des décennies après, ou jamais. En fait, il y a pas de règle. C'est quand même préférable de, d'avoir des symptômes immédiatement parce que tout de suite on peut recevoir un traitement, et si on traite rapidement avec les antibiotiques, là on a de grandes chances de s'en sortir. Par contre, si on a développé une forme chronique sans le savoir parce qu'on avait des bactéries en nous qui se sont peut-être reproduites, on peut avoir une charge infectieuse qui est importante, et là c'est compliqué. Ce que je peux rajouter par rapport à ça, c'est que souvent ce qu'on voit, c'est des personnes qui étaient porteurs sains et qui un jour ont eu un choc immunitaire. Le choc immunitaire, ça peut recouvrir de nombreuses possibilités. Ça peut être une infection aiguë, ça peut être une intoxication aux métaux lourds, ça peut être un choc émotionnel, ça peut être un accident, ça peut être des travaux dentaires, un vaccin, ça peut être une intoxication aux moisissures, ça peut être plein de choses, mais en tout cas quelque chose qui vient vous fragiliser, affaisser votre système immunitaire. Et là, on peut commencer à avoir des symptômes un petit peu étranges, et on fait rarement le lien avec une potentielle maladie de Lyme. Mm. Oui, c'est le plus difficile quand ça apparaît longuement après la piqûre. Faire le lien, se souvenir quand est-ce qu'on a pu éventuellement être piqué, voilà, où, et puis qu'est-ce que ça peut provoquer comme symptômes. Voilà, le temps de relier tous les petits points pour en faire une ligne et comprendre ce qui se passe, c'est souvent le plus problématique. C'est très compliqué. C'est difficile d'avoir un regard pertinent sur soi-même quand on est touché sous cette forme-là. Et c'est pour ça que c'est intéressant de consulter des spécialistes qui vont pouvoir avoir un point de vue extérieur et essayer de relier en fait tous ces points, essayer de vraiment vous interroger à travers un questionnaire très approfondi qui va pouvoir voilà, trouver la cause et confirmer ou non que c'est la maladie de Lyme. D'accord, très bien. On va pouvoir aborder quelles sont les plantes phares pour soigner cette maladie, pour avancer dans la guérison. Il y en a combien? Il y en a beaucoup? Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de possibilités au niveau de la phytothérapie. Je vais en lister plusieurs pour essayer d'être le plus complet possible. Ce que j'aimerais d'abord euh, préciser à titre liminaire, c'est que
de manière générale, les plantes sont très adaptées à la problématique de la maladie de Lyme chronique parce que cette bactérie a plusieurs répercussions sur le corps. Donc en Mhm. fait, on va pas utiliser seulement des plantes anti-infectieuses, on va devoir utiliser plein d'autres plantes qui ont d'autres propriétés, et je vais vous expliquer pourquoi. D'une part, cette maladie provoque de l'inflammation. Donc il faut des plantes anti-inflammatoires, de l'inflammation qui va dépendre de chaque personne, qui peut se trouver au niveau des muscles, des articulations, du cœur, du système nerveux, etc. Donc c'est très vague. On a également des carences nutritionnelles lorsqu'on souffre de Lyme, parce que la borréliose se nourrit de nos propres nutriments et parce qu'elle perturbe notre digestion souvent. D'accord. Elle peut perturber, par exemple, si je vous donne l'exemple d'une neuroborréliose, on voit pas trop le lien entre le système nerveux et les carences nutritionnelles, mais si on a une neuroborréliose qui enflamme et perturbe le nerf vague, ça peut ralentir la digestion, ça peut favoriser les carences. Ouais. Donc elle se nourrit de ça, elle se nourrit d'acides gras, elle se nourrit de collagène, donc il faudra de la complémentation, il faudra des plantes nutritives. Mhm. Euh, Et puis, elle va provoquer elle va sécréter des toxines lorsqu'elle est vivante, mais aussi lorsqu'elle meurt. Et enfin, elle va provoquer des troubles du métabolisme, des soucis, des déséquilibres au niveau hormonaux, au niveau digestif, au niveau immunitaire. Donc là aussi, il faudra des plantes adaptogènes ou des plantes qui vont réparer, tonifier le système gastro-intestinal. Donc voilà, les plantes sont les seuls outils qui peuvent traiter simultanément ce que j'appelle les 5 I. Infection, au sens large, Mhm. borréliose et co-infection, inflammation, intestin, immunité et intoxication. Pourquoi? Parce que ce sont des êtres vivants qui, comme nous, sont exposés à la radiation, aux infections, à la pollution, au stress oxydatif. Étant donné qu'elles n'ont pas de moyens de se défendre, elles vont devoir en fait développer des propriétés antiseptiques, anti-inflammatoires, détoxifiantes. Et lorsque l'être humain les consomme, il va bénéficier de ces propriétés-là. C'est vraiment une solution qui est très adaptée à cette pathologie. Maintenant, si on peut citer, je pourrais citer des plantes pour vous donner une idée. Alors, au niveau des plantes anti-infectieuses, on en a plusieurs qui sont intéressantes. On a l'andrographis, Mhm. qui est intéressante. C'est une plante qui est très amère, qui va agir sur la borréliose, qui va aussi agir sur certains parasites intestinaux. D'accord. On a l'Artemisia annua, La qui est fameuse. la fameuse que tout le monde connaît, qui est utilisée qui est beaucoup utilisée en Afrique pour lutter contre le paludisme et qui va dans ce cadre-là agir sur la borréliose, mais aussi sur la babesia, qui appartient à la même famille que la malaria, D'accord. qui est une co-infection parasitaire, un protozoaire, un parasite du sang. Donc super plante, en plus antivirale contre la Covid. Donc voilà, c'est vraiment une plante qui est intéressante pour couvrir un large panel d'infections. On a la griffe du chat, j'aurais peut-être même dû la citer en premier parce que c'est vraiment la plante phare antibactérienne dans le cadre du traitement de la maladie de Lyme. C'est une plante qui a démontré de fabuleuses propriétés pour détruire la borréliose sous toutes ses formes, parce que la borréliose peut prendre différentes formes dans le corps, euh, une forme intracellulaire, kystique, une forme spiralée, et la griffe du chat, lorsqu'elle est prise conjointement avec une plante qui s'appelle le banderole, va agir sur toutes ces formes, ça a été prouvé scientifiquement. Je tiens à mettre en garde les personnes qui nous écoutent par rapport à certaines réactions qui peuvent être assez fortes avec la griffe du chat. C'est une plante qui stimule l'immunité. Donc justement, si on a des réactions auto-immunitaires ou si on a un terrain favorable à l'auto-immunité, on va éviter la griffe du chat. On va plutôt prendre du Samento, qui est une griffe de chat sans TOA, qui est une molécule qui favorise l'auto-immunité.
Mhm. Donc on a la griffe du chat, on a la salspareille qui était utilisée par nos anciens pour traiter la syphilis et la borréliose est une cousine de la syphilis. On a la propolis D'accord. qu'on aime beaucoup aussi, Oui, oui. qui est que j'aime beaucoup aussi parce qu'elle est assez douce, elle est plutôt bien tolérée et elle est non seulement antibactérienne mais aussi antivirale, antiparasitaire, antifongique. Mhm. Donc voilà. Après au niveau de l'inflammation, il y a aussi des plantes qui sont intéressantes, notamment le curcuma, bien évidemment, que tout le monde connaît. Donc ça, c'est pour tout ce qui est muscles, articulations. On a le curcuma, on a la reine des prés, D'accord. on a la boswellia, on a la griffe du diable, à ne pas confondre avec la griffe du chat. Il y a beaucoup de personnes qui rapprochent ces deux plantes. On a le sol blanc, on a les feuilles de bouleau. Voilà, on a pas mal de plantes qui sont intéressantes. La prêle n'est pas anti-inflammatoire, mais elle va surtout aider à reconstruire le liquide synovial, parce qu'elle est D'accord. très riche en silice. Donc c'est pas mal si on a une atteinte ancienne au niveau articulaire. Mhm. Après, au niveau du cœur, on a l'aubépine, l'agrippome, qui sont très bien. Pour le système nerveux central, pour tout ce qui est cerveau, on a le ginkgo biloba, qui est aussi assez connu. Mhm. Plus spécifique à la maladie de Lyme, donc de meilleurs résultats que le ginkgo, on a le gouteng. Ça, c'est une plante qui est pas connue en France, mais qu'on peut commander, qui fonctionne bien. On a le gotukola, le bacopa. Pour le système nerveux périphérique, on a la mélisse, qui est assez connue. Ouais. On a le millepertuis aussi, qu'on utilise beaucoup pour la dépression, qui marche bien. On a la scutellaire qui est anti-inflammatoire et qui va par ailleurs régénérer ou accélérer la régénération de la gaine de myéline des nerfs. Donc ça, c'est une propriété qui est fabuleuse. C'est-à-dire que ça va permettre de reconstruire et oui, de reconstruire la myéline des nerfs et donc venir à bout des lésions D'accord. au niveau On du cerveau. comprend mieux pourquoi, après un traitement par les plantes, et je pense qu'il y a d'autres choses aussi en parallèle, mais en quoi finalement ça vient aussi traiter des choses dont on n'était peut-être pas conscient avant et qui donnent voilà, des très bons résultats et une excellente santé une fois que c'est traité. Mais plantes détoxifiantes, donc pour le foie, le chardon-marie, pour la vésicule biliaire, la gentiane, pour les reins, l'ortie, pour la lymphe, la calendule, ce type de plantes. Mais étant donné que ces plantes vont détoxifier le corps en profondeur, lorsqu'on traite les toxines qui sont provoquées par la maladie de Lyme, ces plantes ne vont pas viser que les toxines de Lyme. Donc elles vont en fait nettoyer le corps en profondeur et on est tous intoxiqués dans une certaine mesure parce que voilà, on vit à une ère qui est très polluée et donc ce nettoyage intérieur ne peut que apporter une meilleure vitalité, plus d'énergie, une meilleure santé. Donc oui, en prenant des plantes détoxifiantes, anti-inflammatoires, nutritives, des plantes qui sont riches en nutriments, en prenant ce genre de plantes, on ne peut que aller mieux. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres plantes à citer? On en a déjà beaucoup, hein, ceci dit. S'il y a une personne qui veut par rapport à une problématique en particulier, oui. Après, de manière générale, c'est ça. On a aussi des Mm. plantes adaptogènes qui permettent de rééquilibrer le système immunitaire et le thérocoque, ashwagandha, reishi, ce genre de choses. Il y a beaucoup de plantes qu'on peut citer pour la Bartonella, qui est une autre co-infection souvent transmise par les tiques. On a une plante qui s'appelle Utunia qui fonctionne bien. On a le Sida acuta qui fonctionne bien. Contre la Babesia, on a aussi la Cryptolepis qui fonctionne bien, le Sida acuta. Pour l'inflammation articulaire, musculaire provoquée par Lyme, on a la renouée du Japon, que j'ai oublié de citer tout Oui, à l'heure, qui est intéressante. Voilà, il y a plein de choses, il y a plein de plantes. d'accord. Et en parallèle de ces plantes, est-ce que vous utilisez les huiles essentielles, l'homéopathie ou d'autres traitements naturels? Sur moi ou sur les personnes que j'accompagne? Les deux. Alors, sur moi, oui. Les huiles essentielles, surtout intéressantes en stade aigu. D'accord, oui, bien sûr.
parce que très puissante. Donc Mm. c'est pas quelque chose qu'on va utiliser sur le long terme parce que ça peut être caustique pour la muqueuse intestinale, pour les émonctoires, pour la flore intestinale. Donc les huiles essentielles plutôt en stade aigu. Donc si on vient d'être piqué, c'est intéressant de mettre quelques gouttes d'huile essentielle antibactérienne au niveau de la piqûre et d'en prendre par voie orale. Oui. Ça, c'est intéressant. Sinon, moi, j'utilise pas mal le nébuliseur. C'est un appareil qui permet de nébuliser Mm. les huiles essentielles. Donc ça, je le fais parce que j'ai des troubles ORL chroniques qui se sont améliorés d'ailleurs avec tout ce que j'ai fait, mais qui persistent un petit peu. Donc je peux utiliser ça. Par voie orale, sinon sur un Lyme chronique, non, c'est pas adapté. On va plutôt aller vers des formes de préparation traditionnelles comme les tisanes, les teintures mères, les plantes sous forme de poudre. Ça va surtout être ça. Mhm. Et l'homéopathie, alors c'est quelque chose que j'utilise personnellement temps en temps. C'est beaucoup plus rare, ceci dit. C'est beaucoup plus compliqué. Enfin, c'est plus compliqué pour moi parce que j'ai pas de formation en homéopathie, donc Mm. c'est compliqué d'utiliser cette médecine. Je trouve que je réponds moins bien à l'homéopathie, donc je l'emploie pas beaucoup. Et pour les personnes que j'accompagne, je n'ai pas le droit parce que l'homéopathie est réservée aux médecins. Donc voilà pour l'homéopathie. Ceci dit, il y a des médecins homéopathes spécialistes de la maladie de Lyme qui utilisent des nodules de borréliose, c'est-à-dire l'ADN de la borréliose, mais sous une forme très réduite et désactivée pour que le système immunitaire reconnaisse cet ADN-là et qu'il engendre des anticorps pour lutter contre les borrélies qui sont déjà présentes dans le corps. Donc ça se fait et il y a de très bons homéopathes en France, donc c'est tout à fait possible. D'accord, d'accord. Est-ce que j'imagine que vous donnez également des conseils en alimentation, des conseils de base pour justement mieux s'alimenter, mieux digérer et donc mieux se soigner? Oui, tout à fait. L'alimentation est un pilier de la santé dans tous les cas et c'est encore plus vrai lorsqu'on est malade. Donc, lorsque la personne n'a pas de sensibilité particulière, de pathologie parallèle particulière comme une hypothyroïdie ou euh, voilà des choses qui vont demander des régimes très particuliers. Je m'en tiens toujours au principe de base, donc on retire tout ce qui est inflammatoire, tout ce qui est industriel, tout ce qui est sucre raffiné. On réduit le gluten, pas forcément complètement. Si la personne n'a pas une maladie cœliaque ou si elle n'a pas une forte sensibilité, on va juste réduire. On va vers les bons produits laitiers. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Après, on peut utiliser l'alimentation sur des problématiques plus spécifiques lorsque le besoin, lorsque c'est nécessaire. D'accord, très bien. J'ai quelqu'un qui demande aussi, est-ce qu'il y a un traitement préventif éventuellement? Alors, un traitement préventif, non. Après, tout dépend de ce qu'on entend par traitement. Il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de vaccin. D'ailleurs, il y avait on avait essayé de mettre au point un vaccin et ça avait rendu les gens finalement malades dans les essais qui avaient été faits aux États-Unis. Il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement préventif. La seule prévention, en fait, c'est de se protéger. Donc, Bien euh, manger, euh, faire de l'exercice, bien dormir. oui, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment les piliers de la santé, de la naturopathie. Donc oui, bien sûr, ça va permettre de renforcer votre terrain, votre immunité, votre santé. Mais par rapport à la maladie de Lyme, ce qu'il faut faire, c'est se couvrir lorsqu'on se balade en forêt. C'est toujours s'inspecter après être rentré à la maison, demander à quelqu'un de regarder dans les zones que j'ai citées au début du live, utiliser des répulsifs, que ce soit naturel ou chimique, utiliser des répulsifs. Voilà, donc j'ai écrit un article par rapport à la prévention sur mon site internet qui reprend toutes les mesures de prévention. Ça pourrait être intéressant pour les personnes qui veulent qui veulent en apprendre davantage. Donc c'est surtout de la protection avec les gestes de prévention. Et puis après, il y a aussi la manière
de retirer la tique qui est très importante. On retire pas la tique n'importe comment, il faut utiliser un tire-tique. Il ne faut surtout pas l'exploser pour qu'elle ne régurgite pas dans votre sang les infections dont elle est potentiellement porteuse. Donc ça, c'est important. Et puis les gestes après la morsure de tique. Donc ce que je disais tout à l'heure, utiliser des huiles essentielles. On peut aussi prendre de l'argent colloïdal par voie orale. On peut prendre de l'extrait de pépins de pamplemousse. Voilà, il y a plein de choses à faire. On pourra mettre peut-être un lien qui redirige vers l'article que j'ai rédigé. Oui. Oui, parce que huile essentielle à mettre sur la piqûre, éventuellement, j'imagine, c'est du tea tree. C'est ça, ou est-ce qu'il y a autre chose? Titri, c'est très bien. Après, il y a des complexes qui existent, qui sont créés par certains laboratoires qui visent la maladie de Lyme. On a Défense Nat qui est très bien. On a aussi Antibact 3D qui est très bien. Donc voilà, déjà ça, c'est deux complexes qui sont très performants. D'accord. Et en effet, au niveau de la prévention, je me souviens avoir lu un article qui expliquait que tout simplement, quand on va en forêt, bien sûr, on se couvre bien et puis on peut s'habiller avec un pantalon de couleur plus claire. Habituellement, c'est vrai qu'on met un pantalon noir ou marron pour pas se tacher. Et puis en fait, il vaut mieux mettre des vêtements plutôt clairs, beige, blanc, de façon à ce que si la tique monte sur les vêtements, on la voit tout de suite. Et donc on peut l'enlever et tout de suite voilà, éviter de se faire piquer. Donc ça peut être aussi une solution quand on va se promener en forêt de privilégier les vêtements plus clairs, Mm. voilà, et d'inspecter si on est dans une zone où il y a beaucoup de tiques, où c'est reconnu comme étant une zone infestée par les tiques. On peut régulièrement, tous les quarts d'heure, regarder ses jambes éventuellement, ou voilà, voir où ça en est, tout en bien sûr profitant de sa balade dans la forêt. Oui, c'est ça. C'est ça, parce qu'il y a aussi des personnes qui deviennent très craintives, qui ont peur de sortir, de se balader dans la nature, etc. Donc, on peut faire ça. En effet, c'est très important. Mais aussi avoir des habits qui sont fermés au niveau des pieds. Donc, mettre le pantalon dans les chaussettes. Voilà, essayer de fermer un maximum pour pas que une éventuelle tique puisse rentrer. Voilà. Ok. Je remonte un petit peu dans les questions. Je crois que j'ai vu une question par rapport au moment où la maladie se déclenche. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui demande est-ce que les prothèses mammaires peuvent déclencher un Lyme dormant? Parce qu'on a plusieurs éléments qui pouvaient entrer en compte. Est-ce que ça fait partie des éléments qui peuvent rentrer en compte? Tout à fait. Tout à D'accord. fait. Les implants mammaires peuvent sont toxiques, hein, c'est du silicone et on sait aujourd'hui, il y a des spécialistes en explant surgery. Explant surgery, c'est donc l'opération qui consiste à retirer les implants mammaires qui existent et qui font beaucoup de sensibilisation à ce sujet et qui nous expliquent qu'en fait certaines femmes souffrent de ce qu'on appelle breast implant disease, qui est la maladie des implants mammaires lorsque du silicone a pu fuiter et donc sortir de la poche et venir se loger au niveau des sinus, du cerveau, dans le reste du corps. C'est vrai qu'il y a alors je sais plus si c'était des autopsies qui avaient été faites, mais on avait retrouvé du silicone, on a pu retrouver du silicone un petit peu Oui, partout dans le corps de certaines femmes. On peut aussi le voir parfois à l'imagerie. oui. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. D'ailleurs, il y a une célébrité américaine très connue qui a beaucoup sensibilisé par rapport à la maladie de Lyme, qui est Yolanda Hadid, qui souffre de la maladie de Lyme et qui voilà était traitée par les meilleurs spécialistes au monde. Et elle n'arrivait pas à aller mieux, elle allait de moins en moins bien. Et au bout de 3 ans de parcours, en fait, un médecin, enfin c'est elle qui s'en est rendu compte parce qu'elle a fait un scanner, son mari voulait qu'elle fasse un scanner parce qu'il avait peur qu'elle ait le cancer, mais en tout cas ils ont découvert donc qu'elle avait du silicone qui avait migré partout dans son corps et c'est une fois qu'elle a fait retirer ses implants qu'elle a commencé à aller mieux et que les traitements contre la maladie de Lyme ont commencé à agir parce qu'en fait le fait d'être intoxiquée par ces implants faisait qu'elle était continuellement intoxiquée, que son système immunitaire était continuellement perturbé. Et c'est vrai que ça a fait toute la différence. J'ai déjà eu des cas aussi en consultation. J'ai eu D'accord. quelques cas de femmes qui sont
sont tombés malades suite à leur implant mammaire ou qui ont vu leurs symptômes empirer de Lyme suite à l'opération. Donc c'est quelque chose que je vois et que j'accompagne aussi. C'est un sujet aussi que j'ai étudié. D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut également répéter le nom de la plante qui sert à la reconstruction de la myéline? Oui, bien sûr. Donc c'est la scutellaire. D'accord, En, tutélaire. ang- En anglais, Chinese skullcap. Mhm. C'est une plante qu'on peut trouver alors qu'on trouvera pas dans le commerce en France, mais aujourd'hui avec Internet, c'est vrai que tout est possible. D'accord, oui, exact. Ok, très bien. Je suis en train de regarder si j'ai loupé aucune question, mais déjà c'est bien. Oui, il y aura un replay, bien sûr, puisque cette vidéo est absolument passionnante, en effet. Vous pourrez noter toutes les plantes et on les remettra. J'essaierai certainement de refaire une récap pour le blog du Chou Brave en réindiquant toutes les plantes. Et puis, de toute façon, vous pouvez tout à fait aller consulter le site d'Adam Nour, voilà, avec plein d'articles très fouillés. Vous pouvez aller chercher les infos et puis prendre une petite consultation s'il y a plus de questions. Très bien, Adam. Eh ben, écoutez, je pense que c'est bien. Est-ce que vous voyez quelque chose de supplémentaire à ajouter qui est particulièrement important pour vous? Ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Ben toujours ce message d'espoir, dire aux personnes qui souffrent de la maladie de Lyme que aujourd'hui on a beaucoup plus de recul par rapport à cette maladie, qu'on a beaucoup plus d'expérience, qu'il y a plus de témoignages de guérison, qu'il y a plus de professionnels spécialisés, même si ça pêche encore, qu'il y a encore quand même beaucoup plus de demandes que d'offres. Voilà, c'est pas parfait, mais ça va de mieux en mieux. Donc il y a des possibilités d'aller mieux. Et pour les personnes qui souffrent d'autres choses ou oui, qui souffrent d'autres choses ou qui souffrent de maladies un petit peu invisibles et qui ont du mal à trouver un diagnostic, toujours écouter votre intuition, toujours vous écouter, toujours continuer à chercher des solutions. Il y a toujours des solutions qui existent. On peut toujours aller mieux. On peut pas forcément toujours pleinement guérir, mais dans bien des cas, on peut guérir ou au moins améliorer sa santé et vivre en paix avec la pathologie dont on souffre. Et voilà, donc toujours continuer à rechercher des solutions parce que ça existe et il y a plein de choses, il y a plein de solutions thérapeutiques qui existent. Donc, toujours rester proactif, euh, positif, confiant, patient, même si c'est difficile et qu'il y aura forcément des moments qui vont être très difficiles, où on va désespérer, où on va avoir peur, où on va être triste, où on va être défaitiste. Voilà, il faut se rattacher à cette petite flamme qui sommeille en nous tous, on l'a tous, cette flamme qu'on peut raviver et voilà, si on continue comme ça, on trouvera toujours des solutions et tout est une question de perception. Je suis entièrement d'accord. Et j'ajouterais, j'ai retenu une phrase que vous avez dit quand on a préparé ce live. Vous m'avez dit, le grand public pense toujours que les plantes fonctionnent uniquement pour les petites pathologies, alors qu'en fait, les plantes fonctionnent dans de nombreuses pathologies, même graves. Et donc là, on en a la preuve, que vous êtes la preuve que les plantes fonctionnent même lorsqu'on est atteint d'une maladie de Lyme chronique qui est latente depuis 3 ans et dont on souffre. Et voilà, la preuve est qu'on peut trouver des solutions et se sentir vraiment nettement mieux et même mieux qu'avant. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment génial. Tout à fait. Merci en tout cas, merci beaucoup Adam pour ce live qui est absolument passionnant. D'ailleurs, on a de nombreux messages là qui arrivent et qui nous disent que c'était passionnant et que les auditeurs re-regarderont la vidéo pour prendre des notes. Merci infiniment pour ce live. Et puis, à bientôt. N'hésitez pas à vous connecter sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Vous êtes présent aussi sur Facebook, adamnour.contact. Votre site web et bien sûr on va citer votre e-book
qui s'appelle Ligne chronique, ma guérison naturelle et qui est en commande sur Amazon, hein, je crois. C'est ça, donc tout à fait, le livre sur Amazon. Sinon, par rapport au contenu que je partage, c'est vrai que je suis beaucoup plus actif sur Instagram. Je propose pas mal de posts, donc de posts dans le feed ou en story, des témoignages aussi d'amélioration, de guérison des personnes que j'accompagne. Euh, voilà, comme la maladie de Lyme finalement couvre pas mal d'autres problématiques, qu'elle est multidimensionnelle, multifactorielle. En fait, je ne parle pas que de Lyme, donc si jamais vous êtes intéressé euh, et que vous voulez en savoir davantage sur tout ce qui est maladie de civilisation, maladie environnementale, maladie émergente, voilà, n'hésitez pas à consulter ma page. Et voilà, donc je tenais à vous remercier pour cette opportunité. Claire, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Pour moi aussi. Le chou brave que je suivais déjà hein, avant que vous me contactiez, que j'aime beaucoup. Voilà, les auditeurs et voilà. Merci, merci infiniment. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je mets bien sûr en live, en replay bien sûr ce live. Et puis, je vous dis sans doute à un prochain lundi. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci, au revoir Adam. Au revoir.